want Philly Philly? Yeah, let's do it. Over the middle and into the end zone. Zach Ertz for the touchdown. The Philadelphia Eagles are Super Bowl champions. Eagles fans everywhere. This is for you. Et bonjour à tous, bienvenue pour cet épisode 65 du Fly Podcast Fly. Un épisode riche parce que pour une fois, c'est de ma faute, hein, on a dû repousser le podcast parce que je n'étais pas disponible, mais pour une fois, on est en avance sur l'info et on va pouvoir décrypter une énorme news qui est tombée hier. Donc, les Eagles ont signé le cornerback James Bradberry. On va évidemment parler de la draft puisqu'on n'a pas eu encore l'occasion de débriefer. Et pour m'accompagner, Grégory, bonjour à toi. Bonjour Victor, bonjour Loïc, bonjour à tous. Et bonjour à Loïc. Hello, moi on m'a demandé si le retard du podcast était dû à la Starlet. Donc je sais pas de qui on parlait. C'est moi peut-être. Ah ouais, je pense que la star de nous trois, c'est Grégory, mais pour le coup, c'est moi le coupable. Hein, donc. Non, visiblement. mais on a fait le podcast parce qu'on va dire la vérité un peu plus tard, parce qu'on a reçu le texto de Oui qui nous disait wait, puis wait, et wait, it's tomorrow, et voilà, c'est tombé. Non mais c'est ça, vraiment, merci Oui. T'es un frère, hein, de nous donner ces infos en premier lieu. Vraiment, merci à toi. Donc, messieurs, je pense que si on avait fait ce débrief il y a 2 jours, un des gros points noirs, même si en une draft, on ne peut pas compléter tous les besoins d'une équipe comme les Eagles, mais un des gros points noirs qu'on aurait soulevé, c'est qu'on n'avait pas de vrai cornerback numéro 2. Et ça aurait été une inquiétude légitime. Il se trouve que là, on en a un. Et encore mieux qu'un cornerback numéro 2, on a pris un cornerback numéro 1, parce qu'on a pris un joueur qui est top 20 cornerback depuis 3 saisons maintenant, même si 2020 avait été un peu plus compliqué. On a pris James Bradberry, donc ancien des Panthers, ancien des Giants. Grégory, là, on peut dire, et on va le dire pendant la draft aussi, hein, mais on peut dire bravo, oui. Oui, moi je suis très content. En fait, pour juger la free agency, pour juger la draft, ce qu'on fera après, il faut partir du constat qu'on avait fait à la fin de la saison. On avait été globalement positif puisque c'est une saison de playoff, mais on avait, je pense, tous pointé à juste titre des vrais needs. Voilà, il y avait des besoins forts, des besoins majeurs qui font que si on remplissait pas les trous ou si on mettait pas des vrais bons joueurs, on ne pourrait jamais faire mieux que se faire exploser par la tête de Sirianni numéro 1 ou 2 en playoff. Voilà, ça, je pense qu'on était tous d'accord là-dessus. On va revenir sur la draft dans pas longtemps, mais moi, je suis très, très, très content. C'est-à-dire que quand on a vu qu'il avait été coupé par les Giants, on a imaginé que ça pouvait être lui, et c'est lui. Et je dois avouer que j'ai un petit plaisir de voir son ambition de vouloir gagner avec les Eagles quand tu viens des Giants. Je trouve que ça rajoute au côté sexy de la chose. Alors, je veux être joyeux, je veux être optimiste. Je ne vais pas m'attarder sur « faudra voir sur le temps » parce que oui, on ne sait jamais ce que ça peut donner parce qu'en NFL, il y a eu des surprises sur des joueurs confirmés. Mais bordel, est-ce qu'on n'a pas le meilleur CB2 ou le deuxième meilleur CB2 de la Ligue ? Moi, c'est la seule question que j'ai envie de me poser. Et si la réponse est « il est au moins top 3 des CB2 de la Ligue », alors c'est un énorme coup. Il ne faut pas faire le pisse-froid. Il ne faut pas dire « c'est pas possible ». Même si c'est qu'1 an et qu'il cherchera le gros contrat, eh ben, c'est un super coup parce que c'était un besoin, 2, un super joueur, 3, tu affaiblis, mais par leur faute, quelqu'un dans la division. Donc bravo. Oui, effectivement, moi je pense que c'est un CB1, il ne faut pas se mentir. Donc là, aujourd'hui, avec ce duo-là, on est top 3, voire top 1 de la Ligue. Loïc, heureux également, je suppose, de ce recrutement, parce qu'on avait pu échanger, toi et moi, après la draft. C'était quelque chose dont on parlait quand même, cornerback. C'était la grosse interrogation. Là, pour au moins 1 an, on a la réponse. Ouais, il y avait safety et cornerback. Du coup, cornerback, ouais, c'est sûr qu'on n'a jamais... Ça fait quoi 15 non plus de 15 Ça fait ans depuis Lito Shepard, Sheldon Brown qu'on n'a pas eu un duo comme ça. 2022, ça fait quoi 18 ans? Non, mais ça fait depuis Lito Shepard, Sheldon Brown. On n'a jamais eu ça. C'était quoi, milieu des années 2000 du coup? Ouais, c'était milieu des années 2000. Donc, c'est sûr que sur le papier, on a fait peut-être
l'une ou la meilleure intersaison possible dans NFL. Mais moi, surtout, c'est le fait aussi qu'il est. On parlait par exemple en possibilité comme d'un Xavier Rhodes ou d'un cornerback comme ça, mais on parlait à ça, c'était des cornerbacks de 32, 33 ans, alors que là, le gars, il a 28 ans, je crois. 28 ans, ouais. Et je ne l'ai pas dit, mais c'est 10 millions sur un Ouais. an, dont Ouais, mais 7,5 garantis, donc c'est pas énorme. Ouais, je pense qu'il y aura des années ajoutées pour répandre le cap sur plusieurs années, comme d'hab, donc ça coûtera pas grand-chose cette année. Non, en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est le joueur le plus âgé qui a été ajouté, je crois, de l'intersaison. Mais il a que 28 ans. Oui, c'est ça. Donc Non, mais ça alors, je crois que c'est un point que j'ai souvent évoqué, qu'on a souvent et qu'en particulier moi j'ai souvent évoqué, c'était le profil des joueurs qui étaient signés durant les intersaisons. Et notamment après le Super Bowl, ça s'était concentré souvent sur des joueurs qui étaient âgés, donc qui étaient souvent blessés et qui ne performaient pas d'ailleurs. Et donc là, je suis content de voir que la philosophie, elle a changé, quoi. On prend des joueurs qui ont encore de belles années devant eux, potentiellement. Donc, c'est sûr que c'est très, très intéressant et très excitant pour la saison à venir. Ah bah, de toute façon, en 2019, je crois qu'on était la troisième équipe la plus vieille de la Ligue. Là, on s'est sacrément rajeuni. Hein. Et j'ai vu certains dire « c'est incroyable que Bradbury choisisse ses Eagles alors qu'il vient des Giants ». Moi, je vais juste une parenthèse de 1 minute là-dessus. Les joueurs, ils signent là où il y a le plus d'argent ou là où ils vont se montrer ou machin ou autre. Surtout en NFL, ils ne sont pas formés par les clubs. Ils ne choisissent pas leur club au départ. Sincèrement, ce n'est pas parce que tu as joué pour les Giants que tu ne joueras pas pour Washington, pour Philadelphie ou pour Dallas. Là, aujourd'hui, Bradbury, il voulait 1 an, un endroit où il peut, on va dire, shine, enfin où il peut briller pour avoir un gros contrat. Là, tu es sûr d'être titulaire. Tu as Darius C à côté de toi. Normalement, tu vas briller. Donc, c'est clairement, je pense, la meilleure affaire pour lui, personnellement, en plus d'être une très bonne affaire pour l'équipe. Et je pense que oui, là, on arrive dans une autre dimension. Cette défense qui avait des trous un peu partout avant la draft, aujourd'hui, elle n'en a plus beaucoup. Alors oui, il y a le poste de safety qui restera une interrogation et qui restera sûrement jusqu'au début de la saison, sauf si on prend Chuck Clark. Alors là, si on prend Chuck Clark, bon, là on fait péter le champagne, mais ça reste quand même une très belle acquisition. Et Victor, j'aime bien. Pardon, vas-y. Victor, pour compléter ce que tu dis, notamment, je pense que tu fais référence à certains fans des Giants qui se plaignaient de trahison ou je peux comprendre qu'ils soient dégoûtés, quoi, mais plutôt que toujours de s'en prendre aux joueurs, faut pas oublier que le joueur, quand même, ils lui ont fait une crasse, quand même, les Giants. Se couper un vétéran après la free agency et après la draft, le gars, il se retrouve un peu au pied du mur, quoi, en termes de possibilités et d'argent qui peut se faire. En plus, il a passé que 2 saisons là-bas. Moi, je pense qu'il ferait mieux de parler de comment le nouveau GM a décidé de traiter un vétéran qui n'a pas forcément été le plus mauvais ces dernières années. Non, mais c'est sûr. Mais après, tu vois, moi, c'est un truc, je vais peut-être en choquer certains, mais Fletcher Cox, qui va être free agent l'année prochaine, si à la prochaine intersaison, les Giants lui proposent 1 an, 18 millions, moi, ça ne me choque pas qu'il joue avec les Giants l'année d'après. Ça me fera chier en tant que supporter de voir sous le maillot des Giants. Mais je ne vais pas en vouloir à Fletcher Cox. Grégory, tu voulais rajouter quelque chose sur… Moi, j'en voudrais quand même un peu à Fletcher Cox. Mais enfin, ça sera un autre débat. On l'aura l'année prochaine quand il aura la propale. Non, je voulais juste te dire que ce qui était assez satisfaisant dans ce recrutement, c'est qu'on l'a senti venir. C'est-à-dire que j'ai l'impression que, oui, cette année, il n'y a pas eu de coup de poker. Il y a une vraie réflexion et je trouve que ça met en valeur. Alors, vous allez me dire, peut-être que je me trompe, peut-être que je suis je crois trop au Père Noël, mais ça met en valeur le rapport GM-coach. Et je me dis que, tu vois, ça montre que le coach a dit, je veux ça. Si vous me donnez ça, je vais réussir. Et qu'il y a une logique qui a été faite. C'est-à-dire que ce que nous, on voyait en tant qu'observateur ou que suiveur, ils l'ont appliqué, genre, pour gagner, on a l'impression qu'il faut ces gars-là. Ça ne veut pas dire que ça gagnera, parce qu'on ne sait jamais. Les mecs peuvent faire une mauvaise saison, il peut y avoir des blessures, la mayonnaise ne peut pas prendre. Il y a 1000 raisons pour que ça ne prenne pas. Mais au moins, j'ai le sentiment qu'on se sera donné collectivement au sein de l'organisation les moyens de réussir une belle saison. Je suis d'accord avec ça. Bien sûr qu'il n'y a rien d'écrit. On se souvient de la Dream Team, qui est une de nos pires saisons. On se souvient de 2017 où on ne devait pas faire les playoffs, on gagne le titre.
y a pas une logique absolue en NFL. Mais aujourd'hui, je pense qu'ils ont été patients parce que pour qu'ils signent une journée après avoir été coupé, je pense que le contrat, il était prêt. Hein, ils attendaient juste qu'il soit coupé. Voilà, ils ont fait preuve de patience et ils recrutent intelligemment. Donc clairement, pour moi, c'est un gros oui. Messieurs, on va parler tout de suite de la draft. Attends, Victor, ça veut dire qu'on va arrêter d'avoir ces 3e et 12 dans la tronche? Ces 3e et 17 dans la tronche? On verra. Écoute, normalement, oui. Ah, je suis pas prêt, je suis pas prêt. Moi, j'ai pas confiance dans un coordinateur défensif, mais ça, c'est au moins, c'est un peu comme Jalen Hurts. Jonathan Gannon, il réussira ou pas, mais il n'aura pas d'excuses. Non, mais voilà, mais ça, on va en reparler pour la draft. Mais je fais le choix de ce gars-là, en coordinateur défensif, en QB, je leur fais le choix. Je leur donne tout pour réussir. C'est pas le moment de faire le procès de l'un ou de l'autre. Une fois de plus, je dis pas ça pour protéger bébé. Je dis juste que ça a été fait intelligemment. Si on prend dans le temps, la fresque est bien faite. Après, Inch'Allah, c'est à eux de montrer. Mais tout est fait pour que ça fonctionne. Et ça c'est le fonctionnement d'une franchise intelligente. Mais c'est ça, c'est qu'une franchise mal gérée, elle va rester 5 ans avec des gens qui n'ont pas les moyens de réussir et à ne pas savoir si les gens sont les bons. Nous, au moins, on se donne les moyens d'avoir la réponse dans 1 an. On saura si Jalen Hurts, oui ou non. On saura si Jonathan Gannon, oui ou non. Ben voilà, c'est ce qu'il faut faire. Donc, au niveau de la draft, donc, je reprends dans l'ordre. On avait 2 premiers choix de draft. On trade up notre premier choix pour Jordan Davis, le defensive tackle de Georgia, donc successeur, on va dire, naturel de Fletcher Cox. Hein, je pense que la logique est claire pour tout le monde. Et là, parce que c'est quand même peut-être le principal mouvement, hein, on trade up notre 2e choix du premier tour et le choix 101 pour A.J. Brown, le receveur des Titans, un top 20 receveurs de cette ligue, qui a réussi des grosses performances dans une équipe qui est pourtant dictée plutôt par la course. C'était déjà un chef-d'œuvre et on va y revenir. Ensuite, au 2e tour, on prend Cam Jurgens, le centre de Nebraska. Donc là, c'est plus successeur naturel de Kelsey. Là encore, on voit la logique. Alors oui, ce n'est pas un choix pour cette année, mais c'est un choix pour l'année prochaine. Et ça, contre, je suis pas d'accord avec toi. On en parlera après, mais je suis pas d'accord avec la logique sur ce choix-là. Non, mais on est là pour en parler. Mais au 3e tour, il s'est passé un truc absolument délirant. C'est que Nakobe Dean, donc le linebacker prévu au 1er tour, a chuté. On commence à recevoir des insiders parce que c'était le joueur qui chutait. Il est blessé, il ne veut pas se faire opérer, il ne va pas jouer de la saison. Bon, OK. 3e tour, on sélectionne. On se dit, OK, c'est possible qu'il ne va pas jouer de la saison, mais il y a un tel potentiel, pourquoi pas. Et 2 jours après, on nous dit, il est prêt pour les camps. Et depuis, il participe à 100% au camp. Et il va jouer apparemment cette saison, théoriquement toute la saison. Donc, assez incompréhensible, mais on a au 3e tour un joueur qui était projeté au 1er. Et ensuite, au 6e tour, on a pris un linebacker de Kansas, Kyron Johnson, et un tight end, le tight end de SMU, Grant Calcaterra. Donc là, Loïc, je te mets… D'abord, on va parler du 1er tour. Jordan Davis et A.J. Brown, successeur de Fletcher Cox, plus enfin un receveur de haut niveau pour épauler Devonta Smith. On est content. Hein. Non, mais A.J. Brown, c'est incroyable. Moi, je t'en parlais juste avant qu'on commence à enregistrer. Je me souviens d'un des premiers podcasts où c'était la Free Agency il y a 2 ans, où on n'avait rien fait en receveur et on était là à prier, faire des gris-gris, je sais pas quoi, pour qu'Alshon Jeffrey et DeSean Jackson restent en bonne santé. Bien évidemment, ils sont pas restés en bonne santé. On avait le pire corps de receveur de la ligue, mais c'était une catastrophe. Et là, tu as A.J. Brown et Devonta Smith, 2 receveurs 1, qui ont 25 ans ou moins tous les 2. Bah, sur le papier, c'est incroyable. Je crois qu'on n'a jamais vu ça depuis au moins 10 ans, quoi, depuis McLean et DeSean Jackson. Ouais, encore, McLean, il explose quand Jackson part. Je ne sais même pas si ce n'est pas potentiellement supérieur. Mais oui, clairement, c'est la comparaison. Non, mais là, en fait, là, si Jalen Hurts n'est pas capable de produire et de faire en sorte que l'attaque, ça soit une top
10 attaques de la ligue, bah, au moins on aura la réponse là, à la fin de la saison, hein. Parce que là, il a tout, là. On est bien d'accord. Greg, tu partages cet optimisme, je suppose, sur Edgy Brown. Moi, je me suis levé, parce que j'ai pas vécu la draft en direct. Puis on a eu une conversation de fans d'Eagles. Et puis, je vois AJ Brown, je fais là, je suis mal réveillé. Je vais prendre ma douche, je vais laisser faire, je vais apprendre parce que AJ Brown, je me suis dit, tiens, il y a un homonyme, tu vois, je fais pas gaffe. J'ouvre le truc, je regarde, je fais, mais attends, on parle vraiment du Titans, là, le gars qui a des super mains, qui va très vite, qui pourrait être wide receiver one dans toutes les teams NFL. Je comprends toujours pas le move. Je comprends. Voilà, je me contente d'être heureux. Je trouve en plus, puisque, alors c'est pas trop ma spécialité, ça c'est plutôt la tienne, celle de Loïc, mais il me semble que c'est plutôt pas cher, le AJ Brown en plus, en termes de choix. Enfin, en tout cas, c'est pas donné, mais c'est pas non plus le pire scandale, parce que sur ton 18, au moins, tu es sûr de prendre un mec qui est NFL ready. Tu es sûr de prendre un mec qui a déjà produit, alors qu'on a déjà vu que sur un choix 21, je crois, Reagor, bon, bah, hein, c'était pas tout à fait NFL ready. Je suis même pas sûr que ce soit NFL Europe ready. Donc, franchement, moi, je suis enthousiaste, je suis ravi. Je rejoins à 100% ce que dit Loïc, je le disais tout à l'heure. J'ai beau être fan et avoir confiance en Jalen Hurts. Là, maintenant, il n'aura pas d'excuses. Quand je vois ce qu'il a fait avec une escouade moyenne et ses jambes, je me dis qu'il y a de quoi faire. Et je me dis surtout, je rajoute ça, qu'entre sa course à lui, le fait qu'il puisse aller gagner 4-5 yards sur une troisième ou 15 en transperçant parce que tout le monde se concentre sur la passe, plus les autres options qu'on a en tight end et en running back, je me dis que si ça bosse sérieusement, et je pense qu'ils sont capables de bosser sérieusement, on peut avoir une attaque vraiment difficile à contrer. Une fois de plus, c'est la NFL, rien n'est écrit, mais tu as de quoi avoir un feu d'artifice en attaque si tu la gères intelligemment et mettre le bordel dans la tête des défenseurs. Oui, sur le contrat, je pense qu'il y a 2 ans, je t'aurais dit c'est trop cher. On a vu le marché des receveurs qui a explosé et qui a d'ailleurs entraîné une course c'est pour ça que effrénée. Je dis ça, hein. C'est pour ça, hein, Victor. Hein. Qui a d'ailleurs entraîné une course effrénée aux receveurs à draft. On sait que le cap va exploser, hein, puisque ça y est, on n'a plus le blocage, le rattrapage du Covid, donc, et on a le fameux contrat à 100 milliards là. Donc le cap va exploser dès l'année prochaine. Donc, il y aura des receveurs à 25 millions dans 2 ans, hein, vous inquiétez pas. Il y aura des quarterbacks moyens à 50 aussi, ça va faire mal. Mais je suis d'accord. Enfin, on l'a dit déjà 3 fois. Jalen Hurts n'a pas d'excuse, il sera bon ou pas. Je sais qu'il va donner le maximum parce que Jalen Hurts, dans ces 2 universités en NFL, tout le monde dit que c'est un mec vraiment bien, un bosseur, un leader, un mec qui ne fait pas de vagues. Enfin, bon, voilà. Il va se donner au maximum. Il réussira ou il ne réussira pas. Mais même l'année prochaine, dans le cas, et je ne le souhaite pas, hein, mais où ils ne réussissent pas, si tu vas à la draft, bon, tu peux choisir un joueur à la draft. On a 2 premiers tours, on en avait parlé. Si tu veux un agent libre ou un transfert, tu lui dis, écoute, gars, tu as une top 5 ligne, tu as Edgy Brown, tu as Devonta Smith, tu as Dallas Goedert, le mec, il va t'écouter. Hein. Dans tous les cas, on est gagnant. Parce que soit il réussit et c'est top, soit il ne réussit pas et tu pourras être sexy. En fait, moi, je trouve que c'est ça qui est génial. Et ce que j'aime aussi, et je ne l'ai pas dit, pardon, c'est pour ça que je me permets d'intervenir, c'est j'ai le sentiment qu'il a été concerté. Je ne sais pas si le verbe est bien choisi, mais qu'en tout cas, tout cela a été fait en harmonie et qu'il y avait un côté, je suis content de retrouver que le mec avait les infos avant, comme si c'était main dans la main. Et en vrai, cette alchimie-là, en NFL, moi, je ne la trouve pas partout. Et on rappelle quand même que les Eagles ont dit on n'avait pas du tout prévu. Hein, donc évidemment, les mecs ont rédigé, négocié et signé le contrat entre le 13e choix et le 15e choix, hein, donc en 20 minutes, évidemment. Et 72 heures avant, Edgy Brown et Jalen Hurts s'entraînaient ensemble sur un terrain de football. Mais encore une fois, ce ne sont que des coïncidences. Évidemment, les Eagles n'avaient pas du tout prévu de faire cet échange. Hein. Soyons clairs. Mais là, ils nous prennent pour des jambons. Non, mais ils nous prennent évident. pour des cons, hein, qu'on soit clair. Bon, bref. Loïc, parlons de mon ami, hein, que j'ai dézingué tout au long du process, Jordan Davis. Alors, Jordan Davis, je rappelle juste, defensive tackle, montagne, massif, puissant. Et pour contrecarrer, moi, j'avais un vrai problème sur son utilisation parce qu'il ne joue pas tous les snaps.
et sur son endurance. Jean-Michel Boujard, mon cher collègue de TDA, m'a dit oui, on faisait exactement les mêmes critiques à Vitavea et tu as vu ce qui est devenu. Et c'est vrai que Vitavea ne joue que 70% des snaps, mais quand il est là, on le voit. Donc, Loïc, dans l'idée, un Vitavea pour remplacer Fletcher Cox, c'est plutôt une bonne idée. Déjà, je crois qu'il faut noter. Tu connais mieux le football universitaire que moi, mais il me semble que tous les linemen de Georgia, de toute façon, ils étaient limités dans leur nombre de snaps, qu'il y avait une énorme rotation. Oui. De Que toute façon, par exemple, Clemson et Georgia sont des équipes qui font beaucoup de par rotation. exemple, le troisième joueur que les Jets ont pris au premier tour, qui était à Florida State, et en fait, il était à Georgia, mais il a dû partir à Florida State juste pour pouvoir jouer. Jermaine Johnson, oui. Ouais. Donc, ça veut bien dire que c'était blindé là-bas. Non, il a un profil athlétique, mais c'est incroyable. C'est le deuxième plus grand profil athlétique derrière Calvin Johnson, je crois. Ouais, en tout cas, il est premier des defensive tackles depuis 15 ans. Non, moi, de ce que j'en comprends, de ce que j'ai pu lire, en fait, le but, c'est avec un joueur comme ça, qui est vraiment très fort contre la course, c'est de permettre, contrairement à l'année dernière, où les Eagles, a priori, devaient utiliser 7 ou 8 joueurs contre la course pour la stopper efficacement, en avoir peut-être 4, 5, et utiliser plus de joueurs en couverture, et comme ça, comme le dit Greg, arrêter de se faire transpercer par les 3 et 12, 3 et 17, et 3 et machin. Donc, ça, c'est sûr qu'avec Jordan Davis et Kezier Brown, tu peux ADG à boîte, normalement, ça ira. Hein. Ouais, c'est sûr. Après, de toute façon, les Eagles ont toujours eu une habitude, alors sauf cas particulier quand il y a eu des blessures, mais Fletcher Cox, il a jamais joué 80% des snaps quand ils étaient pas obligés, en fait, d'un point de vue personnel. Il y a toujours eu une rotation de la ligne défensive. On a toujours eu pas mal de rotation, historiquement. Donc là, sur le papier, moi aussi, j'ai du mal à comprendre un peu cette histoire-là. Je suis d'accord avec Loïc, Victor. Moi, je ne connais pas bien les profils universitaires, donc je vais faire très court. J'ai lu tous les insiders américains, les bilans de la draft des grosses chaînes. J'ai regardé les émissions ES. Ils ont l'air tous très, très, très fans de ce garçon. Mais j'avais ton écho, et je te fais confiance, hein, Victor. Et ton écho me faisait dire, merde, pourquoi il ne l'aime pas? Alors, pardonne-moi, Victor, je vais suivre les Américains parce que c'est mon côté optimiste du coup. Mais je me dis, s'il joue 70% des snaps parce qu'on fait comme d'hab dans notre histoire, c'est pas grave. Non, mais je suis d'accord, mais c'est un profil clivant. Hein. Il y avait 20% de gens qui étaient réservés et 80% qui l'aimaient beaucoup. Moi, je ne souhaite que m'être trompé, hein, pour le coup. Je pense que ses highlights sont meilleurs que sa performance sur tout un match. Mais voilà, après, on verra comment ça se passe. Et s'il devient Fletcher Cox, écoute, Mazel Tov. Hein. Non, mais c'est surtout quand… costaud. Ouais, justement. Du coup, si tu alignes un gars comme ça face au centre adverse, c'est à peu près sûr que l'équipe adverse, ils vont être obligés d'utiliser un deuxième joueur pour le bloquer. Du coup, ça va permettre à des Josh Sweat ou Javon Hargrave de se retrouver en 1 contre 1. Ou même Hassan Reddick ou Brandon Graham. Il fait mal. Donc, en fait, moi, ce que je lisais vraiment, c'était lui, il peut vraiment rendre quasiment tous les autres joueurs de la défense meilleurs du fait de sa présence sur le terrain. Non, mais c'est tout à fait possible. Après, moi, pour le coup, quand je vois Jordan Davis, Hassan Reddick, ce type de joueur-là, je me dis, ça ne m'étonnerait pas qu'on passe autant de temps en 3-4 qu'en 4-3 hein, cette année. Parce que tu peux utiliser Jordan Davis comme un nose tackle, un vrai nose tackle. Tu prends un Hargrave et de l'autre côté Cox ou Graham en defensive end. Et en linebacker extérieur rusher, tu as Reddick et Sweat. C'est tout à fait envisageable. Donc, moi, je suis intrigué de voir les systèmes défensifs qu'on va utiliser. Ça ne m'étonnerait pas qu'on soit dans un schéma hybride plutôt qu'un schéma 4-3. Non, mais justement, un des reproches qui a été fait à Gannon l'année dernière, c'était que ses plans de jeu étaient trop simplistes. Ah bah, trop ordinaires, pas si variés. Ça, c'est clair. Bah là, en tout cas, oui, lui a donné le personnel pour mettre des choses en place. Donc, c'est sûr que les premières semaines, peut-être que ça ne sera pas efficace tout de suite parce qu'il va falloir de l'alchimie, apprendre de la nouvelle terminologie, apprendre à jouer les uns avec les autres. Donc, peut-être que ça va mettre un peu de temps à se mettre en place, mais sur le papier, c'est très intéressant.
et je te redonne la parole tout de suite, Loïc, parce que moi, je vais apparemment pas être d'accord avec toi. T'es pas enthousiasmé par Cam Jurgens au deuxième C'est tour. pas le joueur en lui-même. Moi, ce choix, ça me rappelle le choix d'André Dillard, dans le sens où on prend André Dillard pour être le remplaçant de Jason Peters, mais dans 1 ou 2 ans. Et là, on prend un centre pour qu'il soit le remplaçant de Jason Kelce dans 1 ou 2 ans. Sauf que sur le papier, oui, ok, je peux comprendre sur le papier. Mais après, dans la réalité, qu'est-ce qu'on voit? C'est que les centres, ils jouent tout de suite. Ils n'ont pas à attendre 1 ou 2 ans. Donc, tu vas gâcher quasiment la moitié du contrat rookie. Donc, un joueur qui va pas coûter cher pour qu'il soit sur le banc. Tu gâches 1 an sur 5. Tu vas déconner. Ouais, enfin, ça fait un Tu joueur dis ça, Loïc. Moi, je comprends non, ce que tu dis sur s'il joue pas une année, mais tu peux le voir autrement. Tu peux le voir en te disant que si ça tourne bien, que ton attaque est forte et que tu as gagné des matchs au troisième quart-temps, ou que par moment tu peux faire reposer Kelsey qui peut être fatigué, que tu veux préserver, surtout si tu veux l'emmener sur 2 ans, tu as un mec qui peut jouer 30% des snaps et ça peut être bien. non, franchement, moi, je trouve que, encore une fois, là, je peux comprendre qu'on voit le futur, mais là, c'est un poste où la ligne offensive, tu fais pas de turnover, en fait. Il y a beaucoup de blessés quand même. Imaginons qu'il soit remplaçant. Si c'est le remplaçant en garde numéro 1 et en centre numéro 1, je peux te dire qu'il va avoir plus de temps de jeu. Hein. Regarde l'an dernier, quand Kelsey est sorti, les saucisses qui ont été balancées en garde, on a eu des blessés. Tu as besoin d'un mec qui peut assurer. Non, mais là, donc on est en train de dire, on prend ce joueur au cas où. Non, on prend ce joueur parce qu'on sait que dans 1 an, Kelsey n'est plus là. Et si dans 1 an, Kelsey dit finalement, j'ai envie de continuer à jouer. Mais peut-être qu'ils ont des garanties, vu qu'on a dit que peut-être, dans ce cas-là, on remettra ça sur le débat. Mais vu qu'ils ont fait les choses intelligemment, vu qu'ils se sont donné les moyens de renforcer là où il fallait et qu'il y a eu, semble-t-il, de la concertation entre tous les joueurs, les capitaines de défense, d'attaque, le QB, les coordinateurs défensifs, le coach, le recruteur et le GM, franchement, il n'y a pas de raison de croire que ça n'a pas été fait en se disant dans 1 an, j'arrête. Moi, je le lis comme ça. Hein. Peut-être que surtout qu'apparemment, Kelsey a participé activement au scouting des centres et c'était son choix. Donc, c'est quand même une première qu'un joueur en activité soit officiellement reconnu comme partie d'équipe en scouting, ce qui veut sûrement dire qu'il restera dans nos murs après parce qu'il a l'air d'avoir une passion pour ça. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'il ait une reconversion derrière. Mais je crois que c'est logique. C'est logique avec tout ce qui est fait dans cette draft et dans cette free agency. Je répète, ce maître mot de notre été, enfin de notre printemps, pardon, c'est la concertation. Je n'ai jamais vu ça. Franchement, ça fait 35 ans que je suis à la NFL. Je n'ai jamais, ou rarement, non jamais, je n'ai jamais vu un process aussi majeur avec des joueurs aussi forts, validé par un QB, par un centre et par par tous les postes. Donc moi, j'ai ce sentiment-là. Et à partir du moment où Kelsey dit c'est lui, ça veut dire que dans 1 an, il n'est plus là, quoi. C'est pas parce que tu es un très bon joueur que tu es un très bon scout. D'accord, mais ça veut quand même dire quand tu vois des mecs comme Tannehill qui dit moi, je n'aiderai pas Willis à se développer parce que ce n'est pas mon boulot, tu peux être sûr que Jurgens, Kelsey, tous les jours, il va l'aider à progresser. Oui, ça c'est sûr. Tous les jours, il va lui donner des tips. Tous les jours, il va lui dire non, fais ça, fais ça, fais ça. Et ce qui est quand même bien, c'est que Jurgens, qu'est-ce qu'on lui reproche, un peu comme Linderbaum, c'est trop petit, pas assez puissant, blablabla, blablabla, mais mobile et intelligent. Eh bien, petit, pas assez puissant, mobile et intelligent, c'est exactement ce qu'on disait de Kelsey quand il a été pris en NFL. Donc, moi, je trouve que c'est super bien vu et je pense que clairement, s'il a été choisi et en concertation avec Kelsey, c'est parce que Kelsey leur a dit je fais 1 an et après, c'est fini. Je pense que c'est. C'est pour ça que j'entends les réserves de Loïc, mais je pense qu'à partir du moment où ça s'est passé comme ça, et je suis sûr à 100% que ça s'est passé comme ça, tu t'es dit, c'est pas la peine que je gâche l'an prochain un truc où je suis pas sûr que le mec sera prêt, on va le former pour qu'il soit prêt. Et c'est peut-être un peu haut, 51. Il aurait peut-être fallu inverser 83-51. C'est ça, peut-être un peu haut. Mais bon, comme tu fais un style derrière. Non, mais moi, j'entends vos arguments de le former, machin. Mais tout ce qu'on voit, c'est que tous les centres qui sont pris au premier, deuxième, voire troisième tour,
Quasi tous, ils jouent tout de suite. Ils n'ont pas besoin d'être formés. La meilleure Ils sont pas formation, de toute Kelsey façon, pour devant. moi, On a le meilleur centre de la NFL depuis 10 ans. c'est le terrain, en fait, la meilleure formation. Donc là, tu vas entre guillemets, gâcher une année de son contrat rookie dans un salary cap. C'est un peu dommage, quoi, c'est tout. Ouais, ça, attends, le cap space d'un centre, c'est pas le cap space d'un quarterback ou d'un receveur. Ah, ça augmente, ça augmente. Hein. Ouais. Tout augmente, ma bonne dame. Mais non, augmente. mais après, tu regardes la majorité des réactions, c'était le classique OE pick du deuxième tour. Vous regarderez le débrief de Touchdown Actu et vous verrez que juste avant 51, j'annonce Jurgens comme une des 3 possibilités selon moi. Donc, moi, tu vois, 51, ça me paraissait pas trop. Non, mais de toute façon, il y avait je crois que c'était Tony Pauline de Draft Network qui avait fait un rapport, je crois, une semaine avant la draft, qui avait dit non, mais Jurgens, de toute façon, il passera pas les Eagles en 51. Ça, c'est sûr. Tony Pauline, c'est Pro Football Network. C'est pas Pro Draft Football Network, Network, merci. Mais oui, oui. Non, mais ça, je suis d'accord. Et alors, on en arrive à Nako Bedin. Alors là, je ne sais pas quoi dire, mesdames, messieurs. Je sais qu'il y a des smoke screens, je sais qu'il y a tout ça, je sais que machin. Mais si on regarde, donc, Nako Bedin, projeté au premier tour, linebacker petit mais costaud, comme on avait dit sur Touchdown Actu, hein, athlétique, plaqueur, défense contre la course, QI football, véritable leader de la défense de Georgia. Coéquipier de Jordan Davis, hein, ça peut jouer pour l'adaptation. Quand tu as un coéquipier que tu connais, qui arrive en même temps que toi, ils sont peut-être dans la même chambre, enfin, ça peut aider. Donc, il est descendu. Il était projeté entre 15 et 40 dans le pire des cas. Et il est donc descendu en 86. 83, non 80, oui, peut-être 83. 83, ouais. Et donc, voilà, on reçoit des insiders comme quoi il ne va pas jouer de la saison. Finalement, il est au camp. Il va jouer tous les matchs. Apparemment, on a dit qu'il a refusé de se faire opérer. Il a publié les rapports du médecin indépendant de la NFL, donc pas un médecin des Eagles, hein, du médecin indépendant de la NFL qui apparemment recommandait de ne pas se faire opérer. Donc, on est dans un flou absolument total. On ne peut pas contrôler ce qu'on ne peut pas contrôler, ma bonne dame. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il est sur le terrain et que potentiellement, il va être titulaire ou en tout cas, il va contribuer toute la saison. Et je pense que là, tu parlais des médias américains, Grégory. Ça a été unanime dans tous les médias. Si vraiment il est en état de jouer, c'est sur le papier le vote de cette draft. Mais en vrai, tu n'as pas le droit de ne pas y aller. Le 82 passes, tu es en 83, tu as Nako Bedin qui est libre. Tu as des échos comme quoi il peut jouer, parce que j'imagine qu'ils ont plus de choses que nous. Mais si tu n'y vas pas et qu'il part en 84, je ne sais pas qui était derrière nous, mais on aurait pété un plomb dans ce podcast. On aurait dit, franchement, si on l'avait vu dans un camp de 84, 85, 86, on serait dit, mais c'est fou. Moi, je trouve que c'était obligatoire d'y aller. Ça aurait été une faute professionnelle de ne pas y aller. Peut-être que j'aurai tort dans 3 mois, qui sera clopin-clopant, qu'il aura les poumons tout noirs, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que tu es obligé d'y aller sur un joueur qui vient d'une université référence quand même en NCAA. On n'est pas sur un pari, on est sur un mec qui est scouté depuis un moment, qui est annoncé très haut, qui en plus est un vrai need du côté des Eagles, parce que Dieu sait qu'en linebacker, c'est pas là où on est bon. Il cochait absolument toutes les cases. Et moi, je comprends les bons de Howie quand il s'est dit, mais c'est pas possible. Il est pour nous. Donc, peut-être qu'il y aura de quoi pleurer dans pas longtemps. Mais s'il n'y a pas de quoi pleurer, c'est pas le style de cette année. Hein. C'est le style de ces 5 dernières années. Oui, et puis même, je vais te dire, même si jamais il est blessé et qu'il joue que 2 saisons pour nous, on va moins pleurer d'avoir perdu un 3e tour qu'un premier. Hein. Je veux dire, Un 3e tour, par exemple, c'est Davion Taylor. Oui, non, mais un troisième tour, c'est 20 et quelques pourcentages de chances de devenir titulaire durable dans la NFL. Ouais, donc tu vois un gars comme Davion Taylor qui non, mais je veux dire, qu'il était à la fac et là, le mec de la défense numéro 1 du pays. Donc moi, je veux bien que, oui, il est petit en taille, machin, il y a des inquiétudes sur sa santé long terme. Mais enfin, moi, franchement,
J'ai pas suivi le deuxième jour. Je me réveillais au milieu de la nuit pour voir qui ils ont pris et tout. Et à un moment donné, je vois 83 Nakobedin. Je fais, bon, ouais, c'est bon, j'ai la tête dans le cul. Je suis en train de lire de travers et tout. C'est n'importe quoi. Donc, tu vois, j'attends 5 minutes pour être bien réveillé. Je regarde et oui, 83. Donc, ouais, enfin, c'est incompréhensible. Après, moi, de ce que j'ai compris, c'est en fait, il n'a pas eu une déchirure du pectoral, il a eu une strain, je sais plus le mot français, pardon. Euh, une torsion, je crois. Donc, Ouais, une entorse, enfin, ou je sais pas le ouais. mot médical. Enfin, c'est pas déchiré, quoi. Donc, Après, moi, je me méfie parce que tu sais, le FC Twitter où il y a que des gens ouais. certifiés médecins accomplis a dit tellement de trucs différents que bon, Ouais, c'est. Ça bon, me ce qui était rassure. marrant, En fait, Loïc a fait avec Naco Bidin ce que j'ai fait avec AJ Brown, en fait. C'est qu'il Ouais, s'est c'est frotté ça. les yeux 10 fois avant d'y croire. C'est ça, c'est ouais. ça. Alors, le gars était annoncé au premier tour partout, et là, je le vois au milieu de troisième tour, hein. Et après, surtout après, tu commences à remonter Twitter, tu vois Daniel Jeremiah qui dit oui, il va peut-être être absent 2 ans. Là, tu te dis quoi? Et après, tu lis OI qui te dit non, mais c'est bon, il est prêt. Ce qui Donc, est sûr, c'est qu'il fait le camp. Je veux dire, s'il était absent 2 ans, il ne bah, ferait il pas l'a le fait, camp. oui. Il l'a La fait, oui. réalité, les faits, factuellement, il joue. Ah oui, il l'a fait, il l'a fait. Il a fait les entraînements, bah, écoute, hein, on Bah, verra, bravo. hein. Après, on connaît Franchement, les bravo. médecins des Eagles ces dernières années, donc Mais non, mais justement, c'était pas un médecin. Oui, enfin, oui, ils peuvent le blesser, c'est ça que tu veux dire. Ouais, je sais pas, mais en tout cas, enfin, c'est quand même assez incroyable. Bon, là-dessus, je pense qu'on est tous d'accord, tous optimistes. Bon, après, je ne sais pas si on va rentrer en détail sur les 2 derniers choix, mais globalement, au niveau de cette draft, je crois que si on prend la note cumulée de tous les sites américains, on est 3e. Devant nous, il y a Baltimore et les Jets, si je me rappelle bien. Baltimore, c'est sûr. Et les Jets, je pense. Si on prend en compte la draft, si on prend en compte le recrutement de Bradbury, et quand je dis la draft, évidemment, je compte le recrutement de G. Brown, sur une note de 1 à 20, parce qu'on ne va pas donner des lettres, parce qu'on est en France. On est français, monsieur. On ne donne pas des A+, chez nous. On note sur 20, ou des pastilles de couleur, hein, selon que vous êtes selon que vous êtes en primaire ou pas. Mon cher Grégory, une note sur 20. Alors écoutez, vous connaissez mon optimisme légendaire. Je ne me projette pas sur la suite en disant oui, la NFL, on sait les. Ok, juste brut comme ça, qui sera évidemment remis en cause par les aléas de la NFL. C'est sans problème, mais sans le moindre problème, un 18,5. 18,5. Loïc, c'est un 2. Ah bon, d'accord. non, je vais dire 17. Oh là 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 là. Attendez, excusez-moi. Est-ce qu'on peut faire le replay? Pardon, excusez-moi. Loïc du podcast Fly vient de mettre un 17 à la draft et à l'intersaison de OUI. Excusez-moi, cet homme a le Covid. C'est pas possible. Non, mais non, il faut reconnaître son honnêteté intellectuelle. Quel homme. Il Bravo, s'est Loïc. passé outre ses a priori C'est pour beau. reconnaître qu'en Quel travail homme. est bien fait. Franchement, j'aurais mis 20 s'ils avaient signé un safety et s'il y avait eu 1 ou 2 choix de plus de draft au milieu de la draft. Ouais, bah, après, moi, je vais mettre 18, donc on va être dans le même range. Bon, évidemment, safety, j'avais trouvé, et Loïc, tu étais un peu d'accord avec moi, que l'échange de 15 à 13 pour Jordan Davis était cher. Finalement, quand les analyses ont repris les feuilles de valeur des pics et tout, il s'avère qu'on est dans la moyenne, ni cher ni pas cher pour le coup. C'est juste que ça fait beaucoup de pics dans une draft. Oui, qui était psychologiquement, ça fait comme... beaucoup de pics, voilà. Mais en soi, en valeur. Oui, mais il faut la regarder avec la draft de l'année prochaine. Non, mais bien sûr, on a 2 premiers tours l'année prochaine, on a 2 seconds tours en 2024. On a encore de quoi faire. Ça, je suis totalement d'accord. Et encore une fois, oui, on va peut-être passer une année difficile au poste de safety. Ce n'est pas impossible. Mais tu ne peux pas, quand on voit de quoi on part au niveau de notre défense, tu ne peux pas tout régler en une intersaison.
Mais je ne pensais pas qu'on réglerait autant de points en une intersaison. Il ne nous en reste pas tant que ça. Donc, non, c'est plutôt… on est tous optimistes. Donc, En du safety, coup, il y a encore un coup à faire pour tous les fans qui se posent la question. Est-ce qu'en safety, il y a un coup à faire? Chuck En trade. Clark, en trade, qui est né d'ailleurs à Philadelphie. Apparemment, on a essayé d'échanger. Alors, quand même, le truc qui nous a fait un peu rire, c'est que les Ravens semblaient intéressés. Après, on ne sait pas quelle a été la contrepartie, mais apparemment, ils voulaient Reagor. Donc, moi, j'ai envie de te dire, vas-y, mon gars, fonce. Hein. Donc, on va voir, mais si on a Chuck Clark, là, je passe à 20. Là, on ne va pas se mentir. Donc, donc 17, 18, 18 et demi. Non, tu passes à Non. 20. Tu passes à 20 si grâce à Reagor, Ah ouais, non, mais… voilà. Si Non, tu non, le vires non. en prenant un safety. Non, il mettra 19,5. Il ne pourra pas mettre 20. Il ne peut pas mettre 20 avec, tant qu'on n'a pas signé un nouveau punter. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'avec ce trade, Jordan Davis, on s'est enlevé la possibilité de signer un punter. C'est terrible. Ouais, enfin, on va trouver un Australien qui vient de je ne sais pas quelle ligue d'un sport inconnu, qui Oui, mais est il faut en trouver un undrafté. qui joue bien. Il faut en trouver un qui joue bien de la 12e à la dernière journée et on garde l'autre de la première à la Oui, 12e. non, mais on va trouver un mec qui joue dans leur sorte de sport rugby. Là, c'est quoi? C'est football australien? Rugby. Football australien. Ouais, bah voilà, on va trouver un mec qui punt à 50 yards. Il y a toujours des Australiens pour ça. Ils sont là pour ça. C'est comme des Tongiens pour la ligne offensive. Tu trouves toujours des joueurs là-bas, donc je ne me fais pas trop de soucis. Donc, on a une moyenne, si je ne dis pas de bêtises, de 17,83. Donc, on peut dire félicitations aux Eagles. Hein, bravo, vous nous avez conquis. Maintenant, il va falloir répondre sur le terrain. Et juste, en conclusion d'ailleurs, et on en parlera dans d'autres podcasts, hein, mais quand je dis qu'il va falloir confirmer sur le terrain, le calendrier sorti, vous le retrouvez sur le site Twitter EaglesFR. Notre saison commencera par les Lions, les imprévisibles Vikings de Justin Jefferson et on va chez Carson Wentz, si je ne dis pas de bêtises, en 3e semaine à Washington. Donc, Ouais, mais les Vikings, c'est en prime time. c'est en Monday Night Football dans un doubleheader. Kirk Cousins, yes. Ah, Kirk Cousins prime time, ça c'est sûr que normalement ça doit passer, mais avec, On a déjà les perdu Bills, contre lui en prime time. Hein. des Bills qui jouent en même temps que nous. Ah bah ça forcément, quand tu affrontais les feux Redskins. Vous vous souvenez avec ce fameux où il a voulu spike the ball et au final il a fait un genou juste avant la mi-temps et ils ont perdu 3 points. Je me souviens, mais on va dire que c'était une autre époque. On a une nouvelle défense, on a un nouveau coach, on a une nouvelle mentalité. Donc en route vers 17-0 évidemment. On fera des podcasts pour vous débriefer. Pourquoi 17 ? Pourquoi pas 20 ? Oui, 20, oui. D'accord. Attends, moi je parle de saison régulière. Moi, j'ai déjà enlevé une bague d'un doigt pour mettre la nouvelle bague du Super Bowl. Donc, démerdez-vous. Hein. C'est pas ton alliance que tu as enlevé, rassure-nous. Non, parce que bon, je sais que tu es fan des Eagles, mais tu as le droit d'avoir certaines limites quand même. Hein. S'il fallait. Ouais. Non, mais tu as le droit de garder ton alliance, je te rassure. Tu peux mettre la bague à l'autre main. C'est parfait. Merci Grégory, merci Loïc. Merci à tous les deux. Victor. Merci à vous Et merci pour votre aux patience. Merci aux Eagles de nous offrir un podcast. Et on se retrouve évidemment bientôt pour débriefer de l'intersaison, pour faire nos pronostics, pour faire nos previews. Vous connaissez le programme, c'est reparti pour une 3e saison. Donc, merci à tous et on vous souhaite une très bonne intersaison. Ciao. Salut. Ciao. Open with a throw and a pass picked off by Dawkins. Brian Dawkins with the interception. And Dawkins is down to the 10.